Deux mots à propos d'une pensée commune que j'aimerais dénoncer car à la source d'un certain fatalisme, à savoir l'homme est égoïste, c'est dans la nature humaine. On entend aussi souvent cette idée que ce n'est pas la société qu'il faut changer, mais l'homme. Alors je ne vais pas montrer que ces affirmations sont fausses à proprement parler, mais qu'elles sont extrêmement simplistes et illusoires. Et pour ça, examinons ce qu'il en est d'un point de vue scientifique, dans la réalité donc de cette généralité du café du commerce. L'homme est égoïste, sous-entendu que ce serait de là la nature humaine. La nature humaine, c'est quoi? C'est ce qui est déterminé par nos gènes, par opposition à notre éducation, notre expérience de vie. Et pour savoir ce qu'il en est, eh bien, l'idée consiste à observer le comportement de très jeunes enfants, avant qu'ils n'aient été influencés par l'acquis, l'éducation. Alors un scientifique, Felix Warneken, a réalisé l'expérience suivante. Un acteur passe devant un enfant, laisse tomber un crayon, puis fait mine d'être embêté et de le chercher sans le trouver. Alors il a fait ça avec des enfants de 18 mois, donc pas encore en âge de parler. Eh bien, le résultat, c'est que à tous les coups, on observe le même comportement chez l'enfant. Il aide l'acteur à retrouver son crayon. Alors l'attitude scientifique, ça ne consiste pas à se précipiter sur un résultat qui nous plairait, mais bien à vérifier les choses avec rigueur, et pour cela, ne pas hésiter à jouer l'avocat du diable. Et donc on pourrait penser que l'enfant ait fait ça pour obtenir une récompense, voyez. Alors pour en avoir le cœur net, Warneken a fait plusieurs fois l'expérience, bien sûr, avec le même enfant, sans le récompenser en aucune façon, pour voir si ça avait une influence. Résultat des courses, l'enfant recommence à coopérer avec toujours le même enthousiasme. Alors on pourrait encore objecter que par quelques voies mystérieuses aussi, l'enfant aurait déjà été influencé par la culture ambiante, dans un sens donc le poussant à la coopération. Figurez-vous, Warneken, il a fait l'expérience avec un chimpanzé. Et là, c'est assez surprenant d'ailleurs comme résultat, c'est que, sans être récompensés, les chimpanzés aident spontanément l'humain qui fait mine de chercher ses affaires. Donc, à l'évidence, il y a en nous un comportement d'entraide parfaitement inné. Et je pourrais poursuivre avec la compassion. On a montré récemment, pas mal d'études depuis une trentaine d'années, que la compassion est présente chez pratiquement tous les mammifères. Alors oui, on ne voit pas très bien par quel hasard l'homme en serait naturellement dépourvu, et que seule une certaine culture pourrait parer à cette bizarrerie d'évolution, culture d'ailleurs d'origine humaine. Tiens. L'homme est égoïste. Ah bon. Alors bien sûr, il y a aussi des dispositions innées qui peuvent, quant à elles, être qualifiées de plutôt égoïstes. Il serait tout aussi stupide d'affirmer l'homme est altruiste. La réalité, c'est qu'il y a en l'homme un certain nombre de dispositions innées dont certaines peuvent être qualifiées d'égoïstes et d'autres d'altruistes. Et surtout, l'essentiel de notre personnalité est le fruit d'influences extérieures dans le courant de notre vie, et pas seulement extérieures, de notre propre réflexion aussi. Bref, elle est de l'ordre de l'acquis. Une bonne idée de la situation est donnée par cette petite parabole que j'emprunte à la sagesse amérindienne, Cherokee plus exactement. C'est un vieux Cherokee qui apprend la vie à son fils et qui lui dit « En ce moment a lieu un terrible combat. C'est un combat entre deux loups. L'un est colère, peur, avidité, l'autre est amour, compassion, sérénité. Ce combat a lieu en moi-même, en toi-même. Il a lieu en chaque être humain. » Alors le jeune Indien, il réfléchit un moment, et puis il lui pose bien fatalement la question, celle qui nous préoccupe ici en fin de compte, lequel des deux vaincra? Et là, le vieux sage lui fait cette réponse, sur laquelle je vous laisse méditer, celui que tu nourris. Autrement dit, si vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous vous demandez de quelle façon vous allez pouvoir vous venger, vous nourrissez le loup de la colère, de la vengeance, vous devenez de plus en plus vindicatif.
Si vous passez beaucoup de temps à vous demander comment vous protéger, à vous inquiéter de ce qui pourrait vous arriver de terrible, vous nourrissez le loup de la peur. Si vous vous demandez souvent comment vous pourriez gagner plus d'argent, vous nourrissez le loup de l'avidité. Si à l'inverse, vous vous demandez comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins de gens qui souffrent, je vous laisse continuer, vous voyez. Alors vous allez peut-être me dire que je me suis référé là à quelque chose de poétique, à une sagesse traditionnelle, alors que j'ai plutôt mis l'accent jusqu'à présent sur la démarche scientifique. Eh bien, je vous rassure, tout cela est vérifié par la science moderne. Non seulement par l'expérimentation, mais aussi au niveau de la compréhension théorique, neurologique. On sait qu'une pensée correspond à un circuit dans le réseau de neurones, parcouru par une onde électrique, et plus il est souvent emprunté, plus il le sera facilement et spontanément par la suite. Chaque passage de l'onde l'élargit comme le font les promeneurs qui empruntent un sentier, si vous me permettez cette métaphore. Et vous voyez tout l'intérêt de cet enseignement. Non seulement l'homme peut évoluer, bien entendu, mais il est possible de s'influencer soi-même. C'est là toute la supériorité du philosophe, terme qui signifie étymologiquement amoureux de la sagesse. Le philosophe est celui qui ne se contente pas d'agir sur le monde pour satisfaire ses désirs, mais qui également agit sur lui-même pour être plus heureux. Par la même occasion, rendre les autres plus heureux. Mais on peut aller encore plus loin dans la sagesse, car, comme vous le savez, cette auto-influence a ses propres limites. Nous sommes avant tout fortement influencés par notre environnement, par nos conditions de vie, les gens qu'on fréquente, les messages qu'on reçoit. La sagesse, c'est aussi l'humilité, la reconnaissance de ses faiblesses et la prise en compte. D'où une application plus judicieuse de la parabole des loups encore. Faire en sorte que notre environnement nourrisse en nous-mêmes le moins possible le mauvais loup et le plus possible le bon, en agissant sur notre environnement. Notre environnement, c'est entre autres notre culture, les valeurs que celle-ci promeut. Et là, si on observe en quoi consiste cette culture aujourd'hui, eh bien on pourrait, si on n'est pas suffisamment rigoureux, tomber sur un apparent paradoxe. Parce que c'est quoi notre culture pour l'essentiel? Est-ce que l'on dit l'argent fait le bonheur? Non. La formule, vous connaissez tous, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Tiens. Est-ce que l'on dit exploitons-nous les uns les autres? Ce qui est ce que nous faisons du reste. Non. Ce qui est proclamé fréquemment par contre, c'est aimons-nous les uns les autres. Est-ce que l'égoïsme c'est bien vu? Non, c'est péjoratif. Hein. Si on vous fait traiter d'égoïste, généralement c'est... Hein, c'est bien l'altruisme, au contraire, la fraternité, la bonté, qui sont habituellement glorifiés. Du coup, vous voyez le problème. Elle n'a pas l'air de fonctionner, la parabole des loups, alors. Du coup, on est même tenté de conclure que l'homme, étant aussi égoïste en dépit d'une culture aussi clairement altruiste, est décidément incurable, quoi. Et donc, oui, ce serait bien dans la nature humaine. Et là, je dis, hop, 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 attention. Avons-nous bien observé, je veux dire, avec rigueur? Une observation scientifique impliquerait d'observer une personne et de chronométrer le temps qu'elle consacre à chacune de ses pensées. On l'a fait, ça? Eh bien, faisons-le. Envisageons une semaine type de Monsieur Duquesnoy. Alors, je prends volontairement un cas particulièrement favorable au loup de l'amour. Monsieur Duquesnoy est catholique pratiquant. Et commençons le dimanche matin, à tout seigneur, tout honneur. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Duquesnoy, le dimanche matin? Eh bien, vous savez qu'il va à la messe, donc. Alors, je suppose qu'il s'est pris 3 heures de sermon où on lui explique qu'il faut s'aimer les uns les autres. Donc, ça nous fait 3 heures, vous voyez, pour le loup de l'amour. Ensuite, je dis que je prenais un cas favorable. Alors, Monsieur Duquesnoy, il fait sa prière tous les soirs. On va dire que ça lui prend une demi-heure à chaque fois. Et que sa prière, c'est pas pour demander des faveurs au bon Dieu, c'est pour lui demander éventuellement de l'aider à mieux servir son prochain, bien sûr. Donc là, ça nous fait au total, pour l'instant, donc de 6h30 pour le loup de l'amour. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait à part ça de ses journées, Monsieur Duquesnoy? Vous savez, il faut bien vivre, donc, et il travaille. Et dans quel but travaille-t-il?
Quelle est la motivation universelle à laquelle personne ne coupe pour travailler, gagner des sous, forcément, on est obligé. Donc ça nous fait là 40 heures d'un coup, enfin je suppose qu'il ne fait pas trop d'heures sup, il ne pense plus à son travail une fois chez lui, 40 heures pour le loup de l'avidité qui prend tout à coup une sérieuse avance. Hein? Alors ensuite, autre occupation économique nécessaire, vous avez acheter, faire des courses, et là encore, il va s'agir de choisir le meilleur rapport qualité-prix, donc de perdre le moins possible d'argent. Vous voyez donc que même dans un cas favorable, eh bien, c'est le loup de l'avidité qui est le plus nourri ici. Alors vous allez peut-être me dire que c'est pas pareil, que dans un cas, l'homélie du curé, l'affluence se fait par un discours d'autrui, et que dans l'autre, ce sont les actes de la personne dont il est question. Et alors effectivement, ce n'est pas pareil. On a montré que nos propres actes sont ce qui nous influence le plus. C'est tellement vrai que les techniques de manipulation les plus efficaces consistent à faire agir la personne, de façon à orienter ses actions futures. Demandez notre brochure d'information, venez voir sans engagement d'achat, vous avez peut-être remarqué ça. Et je vous renvoie au livre donc, du psychologue Bouvois et Joule, qui relate de nombreuses expériences à ce sujet, qui s'intitule Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. En fait, le sujet, c'est ça, essentiellement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas photo concernant le loup que l'on nourrit le plus. Et on comprend mieux pourquoi la morale et la religion ont si peu de conséquences sur la réalité du monde, d'un monde dominé par l'égoïsme. Parce qu'il ne faut pas oublier le facteur économique qui influence la psychologie. Alors, il y a bien sûr des dispositions innées, type égoïste en l'homme, mais le problème est que tout le monde, depuis des siècles, est quand même fortement influencé sur le plan de l'acquis dans le sens de l'égoïsme. Et vous comprenez maintenant toute la naïveté de l'affirmation, ce n'est pas la société qu'il faut changer, c'est l'homme. Ah bon? Comment? En changeant la société, peut-être. Et pour être plus précis, quand je dis changer la société, vous voyez, il ne faut pas se contenter des valeurs, de la culture, hein, mais s'intéresser aussi de près à l'organisation politique et surtout économique. Et vous voyez toute la perversité qu'il y aurait dans un raisonnement qui dirait l'homme étant égoïste, d'ailleurs la preuve, regardez autour de vous, il faut donc un système économique où l'homme ait des incitations égoïstes. Brillant, non? Ah, si on décode, ça donnerait un certain système nous ayant rendus égoïstes, continueront à nous rendre toujours plus égoïstes. Bon, là, c'est vrai que là, ça marche plus, là, vous voyez.